Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale avec votre animateur principal Serge Niawa. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont braqués devant leur poste téléviseur. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur une enquête de François Bouma sur le détournement de 40 milliards par la société ivoirienne des cibles, 40 milliards de francs CFA. Alors, je suis accompagné du professeur Barobi pour poser des questions et éclairer aussi la lanterne de tout un chacun. Mes invités aujourd'hui, docteur Kofi Amon Julien, directeur général de DC Immobilier. François Bouma, qui est mandataire et conseiller juridique de docteur Julien Kofi. Merci encore une fois de plus d'être connecté à Tempo Afrique TV. Je voulais, professeur Baloubi, encore une fois de plus, merci. C'est moi qui vous remercie, cher Jean-Wa, cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à une affaire spéciale. Et encore, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, Ivoiriens, patriotes ivoiriens, c'est de vous qu'il s'agit. Écoutez, parce que cela dépend de l'avenir de ce pays qui doit être pris en compte par sa jeunesse. Et ce que nous voyons aujourd'hui sur l'écran, eh bien, représente la jeunesse de par leur âge, de par leur engagement face, n'est-ce pas, aux problèmes sociaux, problèmes économiques de leur cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir, un privilège pour moi et j'accueille à cœur joie M. François Bouma et Dr Kofi Amon. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Voilà, merci professeur Balbi. Alors, je voulais quand même vous dire que pour cette émission, nous avons la victime, Dr Kofi Amon Julien, directeur général de DC Immobilier, que je voulais laisser les soins de se présenter pour que les Ivoiriens, pour que le monde entier sache qui est en face de nous. Je suis donc bonsoir M. Niawa, bonsoir professeur Salif Désiré. Je suis docteur Julien Kofi. Je suis pensionnaire de l'école polytechnique de Yamoussoukro après un séjour au lycée technique d'Abidjan. Et ensuite, j'ai pu avoir une bourse. Je suis rentré à l'école de l'université de Manda Valley où j'ai fait un master d'abord et ensuite je suis rentré à l'EXI, à l'école des sciences d'ingénieurs de La Rochelle où j'ai fait un doctorat en électronique, électrotechnique automatique et par la suite un doctorat de l'ingénierie économique, nouvelles technologies de la construction. Architecte de métier, parce que je suis rentré à l'EXA pour faire un doctorat d'architecture. Et je suis le directeur général de plusieurs sociétés en France, jusqu'à ce que je décide de rentrer en Côte d'Ivoire, où j'étais le directeur général de DC Group, qui était notre holding, dans lequel il y avait DC Matériaux, DC Construction, DC Production Industrie, DC BET, qui est notre bureau d'études techniques et structures. Et puis, DC Immobilier, qui était notre dernière quand on s'est produit, quand on s'est dessiné, et qui fait l'objet aujourd'hui de cette émission, puisque en gros, c'est notre dernière qui a managé tout le projet de immobilier. Et quand les fonds sont arrivés en Côte d'Ivoire, et les fonds ont disparu dans la nature. Voilà. D'accord. Je pense qu'on va tout à l'heure revenir là-dessus après cette introduction. François Bouma, merci encore d'être à Tempo Afrique TV. Ça fait sans doute la troisième fois consécutive que vous êtes avec nous. Les gens se demandent réellement qui est François Bouma. Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est haïtien? Est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il est béninois? On veut savoir qui est François Bouma. Il est aujourd'hui devant vous. Je vais lui laisser l'occasion de se présenter. François Bouma, à vous l'antenne. Alors, bonsoir Serge, bonsoir professeur. Alors, d'abord, il faut que je dise une chose très simple, je ne suis pas ivoirien. Comme je dis, de par mon histoire personnelle, je préfère dire simplement que je suis français parce que je dois tout ce que je suis à la France. Je dois mes études. J'ai eu la chance d'avoir été adopté et pris en charge par une famille blanche française.
qui a payé mes études, qui m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis. Donc, c'est toujours en tant que citoyen français que je m'exprime, toujours. Et ça, pour moi, c'est très important. Je suis très attaché à la France. J'aime profondément la France. Et même quand je critique la France par rapport à Laurent Gbagbo, c'est par amour pour la France. Donc, c'est ce que je voulais dire et en mémoire de ma famille qui m'a tout donné. Je préfère dire que je suis français et je me revendique en tant que tel. C'est par mesure d'honnêteté intellectuelle et ne pas être hypocrite que je préfère le dire ainsi. Cela dit, comment je rencontre le docteur Julien? J'ai rencontré le docteur Julien grâce à une femme de l'ombre. C'est-à-dire, on dit derrière les grands hommes se trouvent des grandes dames. Il y a une grande dame qui joue un rôle assez puissant derrière Julien. C'est elle qui est rentrée en contact une fois avec moi. On dit que qu'elle m'a vu travailler sur le président Gbagbo et elle s'est dit que j'avais un cerveau qui est passionné, et qui est passionnant, que quand je plonge mon cerveau dans un événement, étant donné que moi, je ressens beaucoup, j'ai été façonné intellectuellement par un écrivain français qui s'appelle Balzac. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à lire Balzac. Et Balzac, il est monomaniaque. Donc, mon cerveau fonctionne comme le sien. Quand je rentre dans un dossier, mon cerveau est absorbé par ce dossier-là uniquement. Jusqu'à ce que, et comme j'ai une intelligence, j'ai une mémoire visuelle, quand je capte tout, après mon cerveau fait le travail des sélections et des trucs. Et donc, comment je tombe sur le dossier de Julien? Je m'apprêtais à partir en Ouganda. Et à la suite de ça, j'ai commencé à bosser là-dessus. Dès les premières pages, c'est 800 pages. Hein. Et quand Julien et moi, on se rencontre à Lille, j'avais pas de place sur mon lit pour pouvoir travailler. Je me souviens que j'avais étalé tous les documents parce que la table de l'hôtel était petite. J'ai étalé tous les documents de Julien sur mon lit. J'ai dû dormir à côté du lit pour laisser les documents pour pouvoir les mémoriser pour qu'on puisse travailler dessus. Ouais. On va revenir tout à l'heure à vous pour essayer quand même de tout déballer. Mais pour l'instant, je voudrais encore vous dire bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ici pour quand même, comme je vous l'ai dit, discuter d'une affaire de grande importance concernant donc des allégations de détournement de fonds par la société ivoirienne de banque. Nos invités, comme je l'ai dit, ils sont devant vous, François Boumara, enquêteur juriste et docteur, en tout cas Kofi Julien, qui est réellement DG d'une société. Il est la victime à je dirais, c'est bien la victime à qui appartient cette somme. Nous sommes là pour réellement explorer les détails dans cette affaire, les implications, si les actions nécessaires. Alors, je voudrais qu'on puisse aller parler un peu de quelque chose qui nous intéresse. Je veux aller en profondeur de ce que a dit dans un premier temps le verdict du juge et je vais laisser la parole à Bouma. Alors, affaire 40 milliards transférés à la cible, les précisions du procureur Abonon Richard. Après donc le verdict du juge du tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau livré le jeudi 28 juillet 2022 sur l'affaire opposant le ministère public à M. Kofi Amon, Julien et 3 autres personnes. Le parquet d'Abidjan s'est donc prononcé sur l'affaire des 40 milliards de francs CFA qui auraient été bloqué par la CIB. C'était donc le lundi 1er août 2022 dans les locaux du pôle pénal économique et financier 6 à Cocody. Depuis quelques semaines, une véritable campagne de dénigrement court aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse visant donc plusieurs structures, notamment la Société ivoirienne de banque, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ainsi que le ministère de l'économie et des finances, la Barclays Bank de Londres, qui est supposée être la banque émettrice de ce message, indiquait dans un courrier adressé à la banque CIB que le document produit était insuif, frauduleux. C'est ainsi que les responsables de la CIB, saisissant la direction de la police économique et financière d'une plainte contre inconnu pour des faits de faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative de corruption portant donc la somme de 19 milliards 678 millions 710 francs CFA. Propos liminaires du procureur de la République Richard Adour. C'est écrit depuis un certain moment et je répète encore que cette affaire de 40 milliards par la cible de banque
a révélé une tentative, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici, tentative d'escroquerie déjouée grâce au mécanisme de contrôle de la banque. La justice ivoirienne a connu que la cible n'a pas détourné les fonds, mais a été victime d'une tentative d'escroquerie orchestrée, ce qu'ils sont en train de dire, par Kofi Amon Julien et Tebli Digbe Michel. Le tribunal correctionnel d'Abidjan a condamné ces individus pour faux et usage de faux en écriture privée de banque, tentative d'escroquerie. La CIB a donc rejeté les accusations de détournement et a réaffirmé son engagement envers la transparence et la sécurité financière. Cette affaire met en lumière l'importance des mécanismes de contrôle rigoureux dans les constitutions financières pour protéger les fonds publics et privés contre les tentatives de fraude. Alors, voilà, je vais quand même laisser la parole, je pense bel et bien, à peut-être Julien ou bien notre ami Boumar. Mais la question qui ressort ici, quels éléments spécifiques ont conduit à la conclusion que le document SWIP était fraudulé? Je pense bel et bien que je vais laisser la question à notre ami Boumar, qui est le conseil juridique. Merci Serge. Merci Serge. Parce que Serge, quand j'ai pris connaissance, d'ailleurs, avec le docteur Julien, le docteur Kofi, je me permets, et Julien, tu m'excuses que je puisse te tutoyer tout au long de l'émission. Oui, avec plaisir. Exactement. Et quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai pris connaissance tout de suite des lectures donc des propos liminaires. Et je vais tout de suite déconstruire le propos liminaire du procureur de la République de Côte d'Ivoire, parce que dans ce propos liminaire, le procureur de la République de Côte d'Ivoire m'a étonné à plus d'un titre. Parce qu'il s'est comporté comme un menteur, il a menti tout au long du propos liminaire. Il s'est comporté comme, excusez-moi, comme un inculte. Je dis bien, le procureur, permettez-moi de lire son nom, parce que peut-être qu'on va confondre, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas de procureur, actuellement, il est juge. Donc, il faudrait que je précise que c'est le procureur Angbonon. Le procureur Angbonon, je précise, c'est important pour moi que je précise effectivement que c'est lui que je mentionne. Il a menti, il s'est montré inculte et il a été bête. Je dis bien bête. Et quand je dis bête, je l'emploie au sens philosophique du terme. Ce n'est pas la même chose. Pour comprendre le sens philosophique du terme du mot bêtise, il faut relire un texte de Gilles Deleuze intitulé Nietzsche et sa philosophie. C'est très important de comprendre. Donc, le procureur de Côte d'Ivoire, Angbonon Richard, a été bête, il a été inculte, il a été menteur. Et moi, les gens qui sont menteurs, c'est pire que les voleurs. Et je vais m'expliquer point par point en ça. D'abord, pourquoi il a été inculte? Je vais noter deux éléments dans ça pour que tu comprennes. Parce que d'abord, le procureur ici, il n'a pas fait des propos liminaires. Il a fait une réquisition à charge contre Dr Kofi. Parce qu'un propos liminaire, c'est quoi? C'est un peu comme l'équivalent, pour faire simple, pour que nos auditeurs nous comprennent, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une préface dans un roman. Le but, c'est de faire vendre le roman. Donc, on présente le roman. Donc, on présente les faits, on présente le contexte. Et ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est présenté ici, ce ne sont pas des propos liminaires. C'est une réquisition à charge contre Serge. Parce que dans un propos liminaire, vous prenez par exemple, moi quand je travaille sur le code en France, je travaille sur le code de la consommation. Dans le code de la consommation, qu'est-ce que c'est que il y a ce qu'on appelle l'article préliminaire du code de la consommation, qui est un préambule, voyez, qui établit les bases et les principes régissant les accords entre les acheteurs et les partenaires comment on dit, les professionnels dans le cadre des échanges commerciaux. Ça, c'est ce qu'on appelle un article préliminaire. Donc, ça présente les bases et les principes. Donc, dans un cadre pénal, des propos liminaires sont censés présenter et les faits et le contexte. À aucun moment, quand vous voyez dans le propos liminaire du procureur, il n'y a pas de date. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, et on ne sait pas quand il y a eu le pic et quand il n'y a pas eu de pic. Il n'y a pas le premier point. On sait que le shift a été viré le 26 mai 2020. Il n'a pas mentionné ça. Il n'y a pas de date. Aucune date. Donc, c'est la preuve. Je vais venir à ça. Première chose. Deuxième chose, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, malheureusement, il ne comprend pas français. Je vous donne, Serge, tu prends la page 3. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est inculte, il ne comprend pas français. On va aller sur la page
3, parce que j'ai travaillé sur ça. Vous parlez de la page de droit de quel document? Le propos Du code liminaire. pénal? Le propos liminaire. Le propos liminaire. Propos liminaire. Le propos liminaire. Donc, je vais vous donner la phrase exacte pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est la page 1. La page 1. Après, quand il a dit le jeudi 28 juillet 2022, la Chambre de jugement du pôle pénal économique et financier a rendu enfin sa décision relative à cette procédure. À la phrase suivante, il mentionne « Il est donc opportun pour le parquet d'expliquer la réalité des faits. » D'expliquer la réalité des faits. Serge, en français, on ne dit pas la réalité des faits. Ce n'est pas du français, ça. On dit la véracité des faits. Donc, de présenter la véracité des faits et non la réalité des faits. Ce n'est pas du français. Donc, le procureur Angbono ne comprend pas français. Donc, à partir de là, je ne suis pas étonné qu'il ait été bête tout au long de ça. Et ensuite, il dit, regarde bien Serge, il dit qu'il va présenter la véracité des faits. Donc, comme il ne comprend pas français, je remplace le mot réalité par véracité. Il dit qu'il va présenter la véracité des faits. Mais quand il commence, au lieu de donner des faits, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. Il dit qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie au faux ordre de virement qui n'a pas prospéré grâce au mécanisme de contrôle de la Société ivoirienne de banque. Mais il devait donner des faits. Il a dit il est donc opportun pour le parquet d'expliquer la véracité des faits. Pourquoi il ne donne pas des faits et il donne un verdict? Voilà. C'est la question qui... C'est la question. Donc, le procureur, donc ça, c'est la première des choses. Je vais revenir après. On va démonter parce que son propos liminaire, c'est facile à démonter. Même un étudiant de première année en droit, il démonte facilement. Tellement c'est bête, tellement c'est bête. Donc, mais je vais laisser le docteur Julien. On va appuyer, on va revenir au docteur Julien. Docteur Julien, c'est la victime. Il va essayer de nous expliquer en loin là ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, vous qui avez fait, en tout cas, les investigations, comment... professeur Baloubi, patientez-vous, vous prenez note, vous allez vraiment poser vos questions après, docteur. Alors, comment la banque Barclays, Banque de Londres, a-t-elle vérifié et confirmé la fraude dans ce document? Alors, Serge, j'ai les documents devant moi parce que je voulais montrer aux téléspectateurs l'ensemble des documents que nous avons. Il faut comprendre, je vais répondre à ta question autrement. Quand Julien m'a confié le document, je me suis dit, si forcément Julien a eu ce problème, avant que j'accorde ma confiance à Julien, je vais aller voir s'il y a d'autres individus qui ont été victimes de la banque cible de Côte d'Ivoire. Donc, j'étais là, et puis un autre monsieur qui m'a vu traiter le dossier de Julien rentre en contact avec moi. C'est un Ivoirien, il est Côte d'Ivoire, il est né dans une ville de Côte d'Ivoire que je ne vais pas nommer. Et cet Ivoirien prend contact avec moi. Et cet Ivoirien a transféré de l'argent à la cible pendant plusieurs années. Quand il travaille en France, il gagne de l'argent, il le transfère en Côte d'Ivoire à la France. Et aujourd'hui, l'Ivoirien en question, il est en train de nous suivre parce que je lui ai transféré le lien de l'émission. Mais l'Ivoirien en question ne peut pas rentrer en possession de ses fonds. Et le conseiller à qui Ati Jawari de France l'a mis en rapport avec la société cible en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien en question ne peut pas rentrer avec son conseiller de Côte d'Ivoire. Le conseiller de Côte d'Ivoire a disparu des radars. Donc, il n'est pas le seul. Ce n'est pas lui seul, ce monsieur. Il y a un autre encore. Il y a deux autres encore. Donc, la société cible, elle a l'habitude de tromper ses clients. Donc, ce monsieur en question, j'ai accepté de prendre son dossier. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de lui pour pouvoir cautionner le docteur Julien. Donc, je dis aux téléspectateurs qui nous suivent que le docteur Julien, on va rentrer dans les détails, n'est pas le seul qui est victime. Si je peux me permettre, je vais donner rapidement. Alors, notre ami en question, je vais essayer de protéger son nom. Voilà, ici, je donne le document. Voilà, société cible. Et tu vois, ici. Oui. Atijavari Bank. Atijari Wafa Bank. D'accord. C'est lui qui est là. Et voilà, donc, c'est un autre Ivoirien, ce n'est pas le dossier de Jacques, c'est un autre. J'ai pris son dossier juste pour cautionner Jacques. Il est là. D'accord. Ce monsieur aussi, il a des problèmes pour rentrer en possession de ses fonds au niveau de la Côte d'Ivoire par le groupe Atijawari. Donc, Serge, je termine ce point. La semaine dernière, j'étais à Paris. J'avais rendez-vous avec la Banque de France
Et après la Banque de France, j'avais rendez-vous avec le groupe Attijari Wafa Banque de France. Donc les enquêtes sont toujours en cours. Exactement. Donc je me suis rendu là-bas. Je vais te dire comment ils m'ont traité, juste comment Attijari. J'arrive à la Banque de France, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Après mon rendez-vous de la Banque de France, j'avais rendez-vous à 14h. J'appelle le docteur Julien. Je dis, docteur, je suis là. Et il est 13h, il faut que j'aille manger avant de rentrer à Attijari parce qu'à la Banque de France, j'ai eu des très bonnes nouvelles. L'argent ne s'est pas volatilisé. L'argent est allé jusqu'à Dakar. Mais je vais présenter les preuves un peu plus tard. Mais donc de là-bas, je vais à 13h. Moi, je me retrouve devant, c'était à Paris, dans les Halles. Parce que le rendez-vous que j'avais à la Banque de France, c'était dans les Halles de Paris. Donc, Attijari, son groupe, donc le groupe auquel appartient la cible, se trouve au cœur de Paris, là-bas. Donc, on me dit de venir à 14h. Donc, moi, j'appelle le docteur Julien, il était 13h, je crois 13h30, Julien, je crois 13h25. Et je lui dis, ben, écoute, j'ai des bonnes nouvelles, mais je vais rentrer à le groupe là-bas, je vais aller manger d'abord. Donc, je vais manger. À 14h, je me pointe. Ils me reçoivent. Ils me font asseoir. J'avais un autre rendez-vous avec 2 autres clients après. Ils me font asseoir. De 14h à 16h, ils me font poireauter comme ça. Il a fallu que je pète une durite. Enfin, que je pète les plombs. Je dis, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Je viens vous dire que j'ai un problème, que je représente un client dont les 30 millions d'euros se sont évaporés dans vos banques. Et je vous montre tous les mandats, montrant que je suis le conseiller et le mandataire du docteur Kofi. Et vous me faites poireauter comme un enfant de terminale. Et c'est quand je commence à péter un plomb que le monsieur qui m'avait reçu au début, il va voir la direction. Il revient, il me dit non, attendez, nous ici, on ne s'occupe pas des entreprises, on s'occupe des particuliers. Il dit, vous vous occupez des particuliers. OK. J'avais le dossier de l'Ivoirien en question. Il dit, bon, j'ai un autre client avec moi, vérifier son dossier sur la véracité de son argent. Ils sont encore bloqués sur cet Ivoirien-là. Là, la direction descend maintenant du groupe Attijari, me dit, revenez le lendemain. Donc, j'étais obligé de dormir à Paris. Je prends une chambre à l'hôtel, je dors à Paris. Le lendemain, à 10h, je me pointe. C'est ce qu'il me propose. Il me propose un lien, il me propose un mail du service client. Il me demande d'écrire au service client pour faire revendication. Vous vous rendez compte de comment ils m'ont traité? Et là, je n'imagine pas comment le docteur Kofi a été traité en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Merci encore une fois de plus. Alors, docteur Julien Kofi, je pense que vous avez écouté avec des accusations de faux et usage de faux. Les 2 premières questions que j'ai posées, vous les avez notées. Oui. Essayez quand même de noter toutes ces questions parce que je voulais qu'on vous écoute avant que le professeur Balobi ne pose ces questions. Alors, quels ont été les principaux résultats de l'enquête menée par la direction de la police économique et financière suite à la plainte de la CIB et quelles sont les preuves qui ont été présentées pour soutenir les accusations de tentative d'escroquerie? Quel type de dénigrement ont été observés sur les réseaux sociaux? Bon, et aussi dans la presse concernant cette affaire, comment les autorités et les institutions concernées ont-ils réagi à cette campagne de dénigrement et maintenant sur les implications judiciaires? Quelles sont les prochaines étapes prévues dans les procédures judiciaires et comment le parquet, en tout cas, prévoit-il garantir la transparence et l'équité dans le traitement de cette affaire? J'ai voulu poser toutes ces questions pour vous permettre quand même d'aller au fond de ce qui se présente, en tout cas à votre personne. Vous avez quand même une somme colossale, 40 milliards de francs CFA, ce n'est pas 40 millions. Donc je vous laisse en tout cas le temps de pouvoir étayer au vu au su de tous ces Ivoiriens ce qui s'est passé normalement et ce qu'on veut attendre à travers ces questions que je viens de vous poser. Merci, Monsieur Serge Niawa. Je suis très honoré de la question. Et cette question, en fait, elle rassemble beaucoup de choses. Je vais déjà partir de là où ça a commencé et comment nous sommes arrivés à Abidjan et comment nous avions fait les transferts et comment nous sommes arrivés à cet état de fait. Donc, je quitte Abidjan, de Paris en 2018. En tant que directeur de DC Bâtiment, de DC BET, qui sont mes structures en France. Je signale que quand je quitte Paris, j'ai 7000 logements à l'année que je construis
pour les groupes Édouard Denis, pour le groupe Vinci et Fage Vivatignol. Et donc, je suis informé que la Côte d'Ivoire est à la recherche de partenaires et de gens de la diaspora qui sont censés rentrer en Côte d'Ivoire pour financer des projets immobiliers et d'autres types de projets. Au départ, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, quelqu'un m'a dit hier qu'effectivement, que vous avez parlé de moi et que dans l'absolu, effectivement, je fais 7000 logements à l'année, j'ai 450 collaborateurs qui tournent dans tous les sens, dans toute la France. En fait, ça sera avec plaisir que je rentre dans mon pays parce que la Côte d'Ivoire m'a tout donné pour aller participer au développement de mon pays. À partir de cet appel-là, du président de la République, je laisse tout tomber. Je me fais représenter par des Français, dont 3, sur mes différentes structures, et je commence à travailler sur le projet ivoirien. Et très vite, j'ai fait des allers-retours à Abidjan, et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un gros problème d'ailleurs que les gens ne pouvaient pas dire aux Ivoiriens, c'est pourquoi d'ailleurs on était incapable de livrer des logements. Et donc, quand je rentre sur Paris, je me dis, bon, je me fais entourer par une équipe de mon cabinet et on décide de travailler sur le projet ivoirien. Je liquide des actifs et j'empoche 3,5 milliards de francs CFA et je me lance dans le monde. Parce que partir à Abidjan pour construire des logements, ça partait d'abord du fait qu'on soit à la base de nos matières premières, c'est-à-dire qu'on construise les usines pour fabriquer les briques, qu'on soit à la base de la construction, qu'on soit à la base du bureau d'études techniques et structures pour faire les plans, et puis qu'on soit à la base de la négociation des terrains, parce que le foncier aujourd'hui est un problème en Côte d'Ivoire. Et donc, je me structure pour. Et pendant quelques mois, nous sommes allés à Trabzon, au niveau de la Turquie. On a passé 7-8 mois et on a trouvé des partenaires turcs et qui nous ont accompagnés sur les projets. On a dimensionné nos usines, on a lancé les commandes et je les ai payées en fonds propres. J'arrive à Abidjan le 18 mars 2018. Je crée les structures dont on va parler et j'embauche des Ivoiriens. Tout ça en fonds propres. Je paye des salaires, je paye des techniciens et je décide de me lancer dans des opérations immobilières. En décidant de me lancer dans des opérations immobilières, je prends conscience que les opérations immobilières aujourd'hui à Abidjan n'arrivaient jamais à terme. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. On essaie d'éviter toutes ces opérations immobilières, toutes ces raisons-là, et on se crée d'ici immobilier. Effectivement, les banques ivoiriennes sont incapables de financer des projets immobiliers pour 2 raisons. Elles n'ont pas assez de capacité financière. Elles n'ont pas de capacité financière. La loi BAL 3 qui a été mise à disposition, aucune banque ne peut prêter de l'argent au-delà de ses fonds propres. Et quand vous prenez toutes les banques de Côte d'Ivoire, et ce qu'on ne dit pas aux Ivoiriens, c'est que toutes les banques de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont des capacités de 12 milliards, 15 milliards, 16 milliards, ne peuvent pas financer au-delà des fonds, des prêts qu'elles font aujourd'hui pour des petits ménages, ne peuvent pas financer des opérations immobilières. Très vite, on se rend compte de la problématique et en ayant élaboré tous ces projets immobiliers, dont l'un des plus petits projets immobiliers de projet Acitel, que le projet de l'association des cadres de Côte d'Ivoire Télécom, qui est devenue l'association des Orange Côte d'Ivoire, on est à 60 milliards de francs CFA. Donc, quand vous imaginez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, et vous faites une petite opération qui est la plus petite, qui est à 60 milliards de francs CFA, ça veut dire qu'il y a plusieurs banques qui sont censées venir en concours. Et ces banques-là, si elles me prêtent, elles sont incapables de prêter les petits ménages. La vérité, c'est ça. Donc, quand j'ai vu la chose, la première chose à faire, c'était de me lancer dans le monde pour trouver des partenaires qui étaient capables de me financer. Et ça a duré quelques mois, pour ne pas dire 1 an et demi. À la fin, je trouve un partenaire financier qui accepte de m'accompagner au-delà de toutes les garanties qu'on a pu lui donner. Et le 26 mai 2020, 30 millions d'euros est exécuté pour réserver les terrains sur lesquels nous sommes censés construire les opérations immobilières. Et le 2 juin, 30 millions d'euros est exécuté, cette fois-ci de l'Allemagne, pour réserver les terrains sur lesquels nous sommes exécutés. À partir de là, mes ennuis commencent.
Alors, Julien, si tu me permets, je vais, à partir de ce que dit Julien tout à l'heure, parce que Julien et moi, on se comprend. Donc, je sais de quoi il parle, et moi, je sais ce qu'il dit. C'est là où tu vois le premier mensonge du procureur de Côte d'Ivoire, à partir d'ici. Le premier mensonge du procureur de Côte d'Ivoire. J'ai noté ça ici, hein, parce que j'ai noté ça pour pouvoir parler clairement sur la base de preuves. Dans le texte, dans le propos préliminaire, là où le procureur Angbonan Richard ment, il ment comme une bonne femme, et c'est un putain de menteur. Il est bien un putain de menteur. Parce qu'on ne peut pas mentir à ces hauts niveaux de responsabilité. Il dit mieux, la Barclays Bank de Londres, qui est supposée être la banque émettrice de ce message, indiquait dans un courriel, non, excusez-moi, c'est pas ça, c'est que je voulais montrer, c'était par rapport à Tébili Michel, plus en bas, dans le courrier, regarde. Il dit, Tébili Michel Dubé se présentait comme étant le représentant de l'entreprise Forest Capital Market Limited, sise à Londres, et se proposait de financer ses différents projets moyennant rémunération. Donc, il ajoutait que, et il ajoute quelque chose que je vais trouver rapidement. En fait, dans le texte, le procureur a dit qu'il n'y avait pas de contrat entre d'ici immobilier. Non, qu'il n'y avait pas de contrat entre il n'y avait pas de lien entre la banque Barclays et Tébili Michel. C'est ce que le procureur dit dans son propos liminaire. Et il ment comme un enfant. Le propos liminaire a été fait en août 2022. Procureur. Déjà en 2020, la banque Barclays a désigné Tébili Michel comme mandataire. Et nous avons la preuve. J'ai la preuve ici, je vais vous la lire. C'est en anglais. Nous avons la preuve. C'est sur mon téléphone. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Avec cachet. Avec cachet. Avec cachet. Vous voyez? Donc, le procureur de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas venir comme ça ouvertement devant la nation ivoirienne, mentir ouvertement qu'il n'y avait pas de lien entre Barclays et Tébili Michel. Il y a effectivement un lien. Barclays a désigné, je dis bien désigné, Tébili Michel comme son mandataire auprès du docteur Julien, donc auprès du disciple immobilier. Donc le procureur de la République de Côte d'Ivoire est un menteur. Voilà. S'il n'est pas content, il porte plainte, on ira au tribunal. Dans l'absolu, à partir du moment où le transfert est exécuté à Abidjan, je me fais entourer d'un conseiller qui était très féru des déclarations et qui me dit ce que je dois faire pour que les fonds puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis allé en date du 2 juillet, j'ai écrit au directeur des emprunts extérieurs, qui est le directeur qui est censé regrouper tous les emprunts de Côte d'Ivoire. J'ai écrit au directeur des emprunts extérieurs à qui je remets mon contrat de financement. Et je lui explique que j'ai emprunté de l'argent par une société londonienne et que ce contrat-là, il me permettait d'avoir le crédit à 2% avec un intérêt, avec un délai de grâce de 3 ans. Et je remboursais les fonds sur 7 ans. Et je remplis un CERFA. On est en Europe, ou on est peut-être aux États-Unis. Il y a un CERFA que tu remplis dans lequel tu mets tous les éléments et tu joins le projet immobilier et l'entièreté des déclarations que tu fais. Et ça, c'est réceptionné au niveau du Trésor. Le 8 juin, le notaire a écrit à la banque avec l'entièreté du projet. Et pendant que le notaire est en train d'écrire et que nous, on est en train de faire les déclarations, on reçoit une série de personnes dans nos locaux qui arrivent en tant que les représentants des impôts, du Trésor, de la banque. Serge, voici le courrier du notaire. Voilà. On voit pas tellement le courrier. Voilà. Et on reçoit. Vous avez déjà tous ces documents, on va essayer d'en parler. Voilà. On les reçoit dans nos locaux. Au départ, Julien, une minute, si tu me permets, docteur. Excusez-nous pour la cacophonie, parce que c'est mon client et je voudrais bien que les Ivoiriens le voient. Voilà. Donc, voici le courrier du notaire. C'est-à-dire que Julien n'était pas censé, c'est pas... Faites-nous le résumé de ce courrier-là, parce qu'on ne voit pas ce qui est écrit là-dessus. Alors, je lis, Julien écrit à une certaine madame Ekissi Yvette. C'est le notaire qui reçoit les fonds qui écrit. Voilà, donc je rappelle qu'en fait, c'est le notaire qui devait recevoir les fonds. Ce n'est pas Julien qui reçoit. L'argent transféré par la banque devait virer par le compte bancaire du notaire qui est assis à la CIB.
Ok. domicilié à la cible. Et donc, le notaire, c'est même pas Julien qui écrit, hein, c'est le notaire qui écrit à la banque pour informer la banque que l'argent que son client, qui représente, va avoir de l'argent, mais qui va qui va transiter par son compte bancaire, D'accord. à la demande de l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qu'il Voilà. dit? Il dit, je vous le donne rapidement. Il dit, j'ai le plaisir, nous sommes à Abidjan le 8 juillet 2020, signé Maître Assalé Tano Jamari. Encore une fois, le procureur a menti. D'accord. Il a encore menti, Alors, le procureur de la République de Côte voilà. d'Ivoire. Voilà. Et donc, dans l'absolu, en répondant à la question, c'est que quand je fais la première vidéo et que je prends les Ivoiriens à témoin, nous sommes convoqués à la banque pour venir justifier les fonds que nous avons reçus. C'est-à-dire que le premier transfert est arrivé le 26 mai 2020, le second transfert est arrivé le 2 juin 2020, et nous sommes convoqués le 10 décembre 2020, c'est-à-dire 7 mois plus tard, à la suite de la conférence de presse de la première vidéo que je poste sur Facebook. Effectivement, quand nous sommes arrivés à la banque, nous avons déposé les justificatifs des fonds que nous avions reçus. La question était de savoir à quel moment les fonds allaient être mis sur le compte. Et quels sont les dossiers que vous avez fournis à la cible? Alors, le SWIFT, le tracking, le certificat de débit de compte, la déclaration au niveau de la CENTIF, le courrier qu'on a écrit au directeur des emprunts extérieurs, le courrier qu'on a envoyé au directeur des opérations à Dakar, la lettre de relance qu'on a envoyée à Dakar, la lettre remise par un huissier à la BCAO nationale et l'opération immobilière, les comptes séquestres et la convention que nous avons avec l'USASI, qui est l'Union syndicale des agents du Trésor. Je sais que vous allez continuer à aller jusqu'au bout de votre peine, mais qu'est-ce que la CIB a dit vis-à-vis de ce que... Voilà. Justement, donc elle reçoit les fonds et elle dit c'est ce qu'on attendait pour pouvoir vous mettre vos fonds à disposition. Moi, la question la plus intelligente que je pose, c'est quand est-ce que les fonds vont être disponibles? Voilà. Voilà, ils nous disent 72 heures. OK? Donc, je dis à mon notaire et mon conseiller, on rentre chez nous, on attend 72 heures, puisque c'est 72 heures que les fonds doivent être mis à disposition. Et effectivement, on était le 10 décembre. Le 14 décembre, les fonds n'étaient toujours pas sur le compte. Donc, on rappelle la cible pour dire les fonds n'étaient pas là. On nous demande d'aller voir le directeur, enfin l'inspecteur de la banque. On se rend au plateau et une fois sur place, on nous apprend qu'on ne retrouve plus nos fonds. Et une discussion stérile qui s'engage entre le notaire et eux, à un moment donné, je prends la parole, je dis, mais écoutez, vous êtes bien gentil, mais on a envoyé de l'argent. Si vous ne retrouvez pas l'argent, ce n'est pas un problème. Toujours est-il qu'on vous a envoyé un courrier le 8 juin, mais soyez gentils, répondez-nous en nous disant que les courriers que vous nous avez envoyés, on ne retrouve pas votre argent. Nous, on prend ce courrier, on se retourne à Londres, on va à Barclays pour dire, écoute, les fonds que vous avez transférés à Abidjan, les fonds ne sont pas arrivés à Abidjan. Donc, on vous dit dans 72 heures, patientez-vous, et finalement, les fonds ne sont pas arrivés. Les fonds ne se touchent pas là. Et au moment où je dis de nous faire un courrier, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Et je lui dis, ça va se passer comment? Il dit, je vais vous remettre un papier. Et il me dépose une feuille blanche devant moi, sur la table, avec un stylo, et vous allez renoncer au fond. Et tout le monde va sortir d'ici comme étant des personnes intelligentes. Et la raison? Ben, aucune raison, justement. Et je lui dis, et si je refuse? Il dit, on applique le plan B. Vous savez, dans ce bureau-là, il y avait moi, il y avait le notaire, et il y avait mon conseiller qui était avec moi, qui ont exactement entendu la même chose que moi. Alors, Julien, si tu me permets, avant que tu ne partes à ça, parce que Julien, excuse-moi, parce que Julien, tu m'excuses, hein, docteur, tu m'excuses de t'interrompre parce que c'est très important ce que tu dis ici, mais il y a eu quelque chose. Vous êtes le conseil juridique, donc. Voilà, il y a un événement majeur qui a eu lieu avant qu'on ne demande. Parce que moi, quand j'ai pris le contact du dossier, dès le début, je savais qu'en fait, il voulait garder l'argent de Julien. Je l'ai dit, il voulait garder l'argent de Julien. Et le projet, c'était de garder l'argent de Julien, mais d'assassiner Julien. Je le dis ouvertement, et je n'ai pas peur de le dire. S'ils veulent, encore une fois, parce que nous, on va porter plainte contre le procureur de la République de Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO au Togo. Donc, on va le faire. Le procureur Angbonou, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, on va porter plainte contre lui pour mise en danger de la vie d'autrui. On reviendra parce qu'on parle de 40 milliards, mais il y a quand même quelqu'un qui est mort. C'est Tébéli Michel.
est mort en prison. Il faut d'abord que je précise que avant qu'on ne demande à Julien de renoncer à tous ses fonds, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre Julien. Le protocole d'accord, vous pouvez le trouver au greffe d'Abidjan. Parce qu'il y a un timbre qui va avec, un timbre, ça a été déposé, et il y a eu l'heure du dépôt, tout ça c'est marqué. Et dans ce protocole d'accord, a été passé entre DC Immobilier, la société dont dirige le docteur Kofi, et un certain monsieur qui s'appelle Digridi Hubert. Je répète le nom de ce monsieur parce que c'est lui, la tête du serpent. Si on frappe fort ce monsieur, on comprendra tout le reste. Et c'est à partir de lui qu'on comprendra le rôle du procureur. Et c'est à partir de ça qu'on voit que le procureur ne fait que jouer son rôle. C'est là qu'on va se rendre compte que Julien a été face à la plus grosse mafia d'État. Parce que la plus grosse mafia d'État. Et moi, il faut remonter, écoutez bien, je dis bien, il faut remonter à Staline pour voir ce qui s'est passé. Vous savez, Julien, Serge, une minute avant que le professeur Balibou parle. Vous savez, quand on a massacré les Juifs, ce que le procureur de la République de Côte d'Ivoire a fait, c'est ce que Staline a fait pour massacrer les Juifs, en voulant faire passer Julien pour brouteur. C'est ce qu'on a fait passer au temps de Staline en disant que les médecins juifs assassinaient des gens. Et le lendemain, tous les Juifs ont été massacrés au temps de Staline. Julien, il aurait pu être massacré. Mais je vais donner le détail. Voilà. Il y a eu d'abord un protocole d'accord. Quand Julien reçoit l'argent, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre Julien et M. Hubert Digridi. Ça a été fait à Abidjan. Ça a été signé devant un notaire, donc Maître Assalot Tano, il peut être dit. Ce protocole d'accord dit quoi? Ça a été fait à Abidjan en l'étude du notaire sous-signé. Les jours, mois et ans sus-indiqués. Et après lecture faite, les comparants non escalités ont signé avec le notaire. C'est marqué ici, devant moi. Et qu'est-ce qu'il y a qui? Il y a eu M. Hubert Digridi, à droite. Il y a DC Immobilier, représenté par son directeur, M. Kofi Julien. Il y a le notaire en bas. Mais Serge, ce n'est pas tout. Venez entendre ce qui se passe. C'est absolument extraordinaire. C'est bien intéressant. Voilà. C'est bien intéressant. On va laisser Julien poursuivre parce que ce qu'il dit aussi, c'est... Je termine, Julien va continuer parce que Julien est à la fin. Je termine, il va continuer. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce truc? Nous sommes le 27 juillet 2020. Le 27 juillet 2020. Protocole, et c'est marqué protocole d'accord d'assistance en financement entre la SARL d'ici Immobilier et M. Digridi Hubert. Je tourne et je vous donne ce qui est dit. Article 5. Rémunération du consultant. Le consultant, c'est M. Hubert Digridi. Il est marqué parce que, en fait, le protocole, c'est de dire à Julien, tu nous donnes de l'argent pour qu'on laisse ton argent arriver. Donc, c'est marqué, en contrepartie de la prestation fournie, le mandat s'engage à verser au consultant, au titre de sa rémunération, 20% du montant déjà transféré. 20% des 30 millions d'euros qui étaient là. Donc, Julien devait, via Maître Tano, verser 20% des 30 millions d'euros pour justement, après ça, on va laisser l'argent aller sur le compte de M. Digridi Hubert. Soit la somme de 3 milliards 950 millions 640 000 francs CFA, payable en espèces. En espèces qu'il demande, les gars. En espèces. Et puis, écoutez bien, hein, la fin de la phrase est extraordinaire. Vous savez, quand vous comprenez français, c'est beau. Hein? C'est très beau de faire des études. Et il dit, payable en espèces dès l'approvisionnement du compte du notaire Maître Assalot Tano. Dès l'approvisionnement du compte. Mais comment on peut me demander de l'argent sur de l'argent qui a disparu? Ça veut dire que l'argent de Julien était là. Mais ils voulaient arnaquer Julien. C'est eux là les voyous. Et on fait passer Julien pour un voyou. Pourtant, c'est eux le voyou. Et le procureur de la République de Côte d'Ivoire a été du côté des voyous. D'accord. Il n'a pas été du côté d'un honnête citoyen. Je précise, je vais terminer ce point. Parce que Julien, si moi je sais que l'année prochaine, le président Babo sera ministre, sera président de la République de Côte d'Ivoire. Je lui demanderai de nommer Julien comme ministre. Parce que ce monsieur-là, non. Je suis un homme d'affaires. Ouais, je te dis pourquoi. Je crois que c'est un homme d'affaires. Hein. Loin de tout ça. D'accord. Une minute, je termine. Parce que Julien est un homme intelligent. Moi, je me considérais comme un homme intelligent jusqu'à ce que je rencontre Julien. Julien, c'est le premier Africain
que je rencontre est véritablement intelligent. Parce que moi, je me rappelle une fois, je partais à Hong Kong et ce jour-là, je m'étais fait le malin, j'ai pris classe à faire. J'étais assis à côté d'un homme d'affaires américain. Et dans le bavardage, je faisais étalage de ma culture et tout. Et après, arrivé à Hong Kong, on échange les numéros. Il y a quelques jours, il prend contact avec moi parce qu'il avait envie de bosser avec moi. Et il me dit, quand je t'ai rencontré en 2020, en route pour Hong Kong, c'était pendant la Covid, tu étais brillant, mais tu n'étais pas encore intelligent. Parce qu'un homme intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui a des idées. Et n'importe qui, même un imbécile peut avoir des idées. Mais la grande intelligence, c'est la capacité de transformer une idée en action, une idée en projet, une idée en entreprise. Et Julien, tu lui donnes n'importe quelle idée, il le transforme en entreprise. On va écouter Julien. Julien, allez-y jusqu'au bout de vos peines, parce que c'est intéressant pour que le professeur Maroubi ait aussi l'occasion de vous poser certaines questions. Je comprends François. Il a bûché 800 pages de dossier. Je vais dire, c'est le premier qui est rentré dans les méandres de dossier. Parce que jusqu'alors, vous savez, quand je pense sur les réseaux sociaux, j'évite de divulguer des informations, ne serait-ce que par respect pour mon pays. Parce que vous imaginez, vous dites des choses qui sont très factuelles. Et ça fait honte même de savoir votre provenance. Vous dites, mais je dénigre aujourd'hui, demain, dans tous les cas, je vais en prendre sur la gueule parce que je viens de ce coin-là. Et donc, c'est le seul qui est rentré dans le méandre du dossier. Et il est tombé sur des choses factuelles. Je comprends l'attitude dans laquelle il était. Mais, donc, allez-y jusqu'au fond. Voilà. Vous savez, et donc, du coup, quand je lui dis, mais et si je refuse de signer ce document-là? Il dit, et on va appliquer le plan B. Et j'ai dit, c'est quoi le plan B? Il me dit, police économique. Et je lui dis ceci, appelez la police économique. Vous savez, nous sommes arrêtés le 18 décembre 2020. Nous sommes envoyés à la police économique d'Abidjan, torturés, questionnés. Ils arrivent à trouver rien du tout. Nous sommes transférés à la MACA le 18 décembre 2020, tard dans la nuit. Jusqu'alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Pour ne pas dire, si je vais être politiquement correct, je sais pourquoi. Ils sont venus au bureau en disant, on veut ton argent. On veut prendre ton argent d'abord pour faire les élections. Je dis non, les fonds sont venus pour un projet immobilier. On ne peut pas utiliser ces fonds pour faire les élections. Ils le prennent quand même. Ils le prennent quand même. Non. Et quand je commence à parler, ils reconstituent les fonds. C'est-à-dire le port autonome avoir une partie, le trésor avoir une partie, la BCAO, la CNPS émet un chèque qui revient en payé sur le compte. Mais au moment où nous sommes sur votre compte, le compte du notaire, les fonds sont partis d'abord sur le compte du notaire. On retrouve tous ces événements-là. Et pourquoi je suis en prison s'il y a des mouvements sur le compte? Donc vous pouvez comprendre à un moment donné, je me dis, mais on est dans quoi là? Après toutes ces années en France, j'arrive dans mon pays, c'est la première fois qu'il y a des mouvements sur un compte et qu'on me dit qu'on ne retrouve pas les fonds. Mais jusque-là, je me dis, tout va bien. Et j'arrête, étant à la MACA, tous les soirs, les discussions inutiles, on vient te t'extraire de ta cellule jusqu'à 23 h et on discute avec toi. Combien tu lâches? Combien tu lâches pas? Combien tu laisses? Combien tu laisses pas? Jusqu'au 30 décembre 2020, je leur ai dit, j'arrête de parler dorénavant, parce que si je suis prisonnier, il n'y a pas de raison que vous venez négocier avec moi en prison. Le 31 décembre, nous sommes sortis de la prison. Et vous imaginez, il y a une chose assez marquante. Vous savez, il y a des faits qui vous marquent à vie. Lorsqu'on vous regarde droit dans les yeux, on vous dit, Docteur Kofi, vous sortez parce que c'est vous qui signez le document. Maître Assalé, vous sortez avec lui parce que c'est vous qui rédigez le contrat. Monsieur Amoussou, c'est vous qui conseillez docteur à signer le document. Mais toi, Tebili, on te garde en prison jusqu'à ce qu'on s'entende dehors. Nous sommes sortis. Tebili est resté en prison. Et il y a une chose qui est assez certaine, il y a une deuxième convention que je vais survoler qui passe encore. On vient rédiger une deuxième convention parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le principe que les premiers fonds
ils n'étaient pas d'accord sur les répartitions des fonds. Donc cette fois-ci, on change de tête et puis on prend quelqu'un d'autre. Et c'est là où il y a eu Gus et Adido qui sont venus signer la deuxième convention pour remplacer la première convention. Julien, je vais expliquer ça encore pour les téléspectateurs, parce que comme Julien l'a dit... en fait, c'est exactement la même chose. Ouais. Voilà. Et vous imaginez, je sors de la prison, j'ai une opération immobilière, j'ai réservé des terrains, j'ai pris des engagements avec des propriétaires terriens, j'ai pris des engagements à construire des maisons des gens d'Orange, de Trésor, de Cargill. Et je suis, en 2021, je n'ai encore rien fait. Finalement, vous faites quoi? Vous dites, si je dois signer la convention pour payer 3,5 milliards sur les fonds que nous avons empruntés, qui sont des 179 milliards, et que je perde sur la première livraison de mes opérations immobilières, au moins j'aurais fait mon travail pour les Ivoiriens. Il faut signer la deuxième convention. Et quand tu te rends compte qu'ils ne sont pas d'accord sur une convention de partage de commission, il y a un qui veut prendre plus que l'autre et qui sont en train de s'embrouiller, à un moment donné, vous levez, vous dites stop, j'arrête la connerie et je rapatrie les fonds en Europe. Quand vous prenez la décision de rapatrier les fonds en Europe, vous devenez la personne à abattre. En répondant, cher Serge, ta question, quand je prends la décision d'arrêter tout le processus de rapatrier les fonds en Europe et je prends mes affaires, je m'assois en France et je continue mes entreprises, j'étais devenu la personne à abattre. Mais pire, c'est-à-dire à l'instant où je prends cette décision, je n'oublie pas qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, dans laquelle je suis poursuivi pour financement du terrorisme, achat d'armes, tentative de déstabilisation du gouvernement, faux en écriture bancaire privée et pas mal de délits dont je me demande mais d'où ça sort. Mais bon, je veux dire, dans l'absolu, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Et en ayant pris cette décision, j'accepte d'aller au procès. Et de 2021 jusqu'en 2022, nous sommes convoqués au tribunal. L'affaire est reportée la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, la septième fois. Et au bout de la 12e fois, Tebili est toujours en prison. Mais il y a une chose qui est assez marrante dans l'histoire, c'est que quand vous vous pointez devant un ministre de la Justice et que vous lui dites, monsieur le ministre, voilà les gens qui se sont servis sur le compte, et qui dit, moi, je ne peux pas régler ce problème. Il faut aller voir Téné Birahima Ouattara, c'est lui qui prend les décisions. Et dans l'après-midi, vous vous retrouvez au parquet, où on vous accuse de faux usage de faux, forcément, ça vous fait sourire. Donc, la juge, elle pensait que quand je rigolais, quand j'étais au parquet, c'était pour sa gueule. Mais en fait, ça me faisait rigoler, ce balai de négraille, excusez-moi l'expression, je ne peux pas, ce balai de négraille. Et le bailleur n'en pouvait plus, désigne 2 avocats qui débarquent à Abidjan. Et un soir, pendant la procédure judiciaire, les avocats du bailleur demandent à l'État de Côte d'Ivoire, et je dis bien l'État de Côte d'Ivoire, je sais pourquoi je dis l'État de Côte d'Ivoire. C'est cher, on a été arrêtés dans les locaux de la CIB. La CIB nous a arrêtés parce qu'on voulait faire du faux usage de faux. C'est le cas, hein, c'est ce que tout le monde a compris. Mais dans la procédure judiciaire, la CIB n'était même pas partie civile. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous poursuit, le document est devant moi. Hein. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous poursuit. Donc, ministère public, qu'on confie à Montjolin les 3 autres. La CIB a disparu dans la procédure. Des gens utilisent les ressources de la République, les institutions de la République pour poursuivre des citoyens honnêtes et couvrir des voyous. Donc, quand vous voyez tout ça, ça peut que vous faire sourire. Vous souriez. Et j'ai souri durant toute la procédure. Vous savez, le jugement, il commence à 21h, finit à minuit.
J'ai encore en mémoire quand j'arrive au plateau à 21h pour aller à un jugement. Il n'y a pas un chat au plateau. Vous dites, mais à partir de 17h, tout le monde est rentré chez lui et ils sont en train de juger les Ivoiriens, les enfants d'autres personnes à 21h, 22h. Serge, les avocats finissent par taper sur la table. Vous dites, stop, Tebili doit sortir. Vous laissez M. Kofi tranquille. Stop, on n'en parle plus de cette histoire. Et dans cette procédure, je suis en train d'arriver en entonnoir sur ta réponse. Le tribunal de Côte d'Ivoire décide de nommer un expert judiciaire. Le parquet décide de nommer un expert judiciaire qui viendra expliquer à la cour si, oui ou non, on a tenté d'escroquer la banque. Alors, c'est qui est normal. Voici le document de l'expert. Hein. Le document Voilà, de l'expert. Oui, il a déjà présenté le document. Il a déjà présenté le document. Voilà. Okay. Nous, on dit que notre argent, il est arrivé, la banque n'a pas vu l'argent. Et donc, par conséquent, la seule personne qui est capable de nous dire si l'argent est vraiment arrivé, c'est un expert judiciaire. On est d'accord sur le principe. C'est ça. Et le bailleur accepte de payer l'expert international pour venir justifier les fonds. Le parquet fait une ordonnance. Ordonnance 01-2022 du 3 juin 2022 du juge Vieux Doté qui missionne un expert judiciaire international afin d'aller enquêter pour éclairer le tribunal si les fonds sont venus, oui ou non. Ça, je vais bien répondre à ta question, hein, mais avec méthodologie. L'expert est missionné par... l'expert est missionné pour dire exactement qu'est-ce qu'il en est du transfert. La première mission de l'expert était de vérifier la relation que nous avons avec la société Forest Capital. Ça, c'était sa première mission. Ensuite, la deuxième mission que le tribunal de Côte d'Ivoire, donc le parquet, donne à l'expert, c'est de vérifier l'effectivité du dit transfert des 30 millions d'euros. Ensuite, la troisième mission, c'est de vérifier si la société ivoirienne de banque dite cible a reçu le virement de 30 millions d'euros sur le compte de maître Assalé Tano Jean-Marie. La quatrième mission, c'est de dire si la transaction, le cas échéant de dire si la transaction attendue a connu une entrave et les causes de cette entrave. C'est la quatrième mission. D'accord. La cinquième mission, c'est de vérifier l'authenticité et la régularité du SWIFT transmis par la banque à Maître Assalé Tano Jean-Marie. Donc, l'argent a été reçu. Est-ce que l'argent a été reçu dans tout ça? L'expert va faire son enquête. Au bout de 21 jours, l'expert a un rapport. Et je vais vous lire, je vais vous dire exactement. Justement, le résumé de ce rapport. Voilà, le résumé de ce rapport dit, à la page 27, afin d'être plus impartial possible, nous avons mené nos recherches sans apport des parties. C'est ce que l'expert dit. L'expert dit que je me suis adressé à SWIFT pour éviter d'aller poser la question à Barclays ou la question à Cibre. Je suis allé à Bruxelles pour comprendre si le transfert a été exécuté. Bruxelles lui transmet le dossier informatique des transferts qui sont arrivés à la Cible le 26 mai 2020. Les données électroniques des transferts qui sont arrivés de Bruxelles à la société ivoirienne de banque. L'expert dit, je prends le SWIFT que j'ai reçu de Maître Assalé, que le tribunal m'a donné, et je cherche les éléments comparatifs dans le dossier électronique que j'ai reçu de SWIFT. C'est une méthodologie. Et à la fin, il dit, nous avons retrouvé 23 occurrences dans les données de la plateforme SWIFT, dont les 4 codes principaux uniques à chaque transaction. Et il dit, le tracking code correspond, le transaction reference number correspond, le SWIFT input correspond, le SWIFT output correspond. Et il conclut par une conclusion partielle qui dit,
qui confirme la transaction et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Voilà. Donc, l'argent a été, Professeur, en tout cas... Je pense que pour ceux qui sont quand même allés un peu, nous serons comme allés un peu à l'école, vous confiez l'affaire à un expert qui confirme la transaction et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Et en résumé 3, il dit, au regard des extraits électroniques que nous avons reçus de SWIFT et de larges indices que nous avons qui existent, il y a lieu de noter l'effectivité de dit transfert. D'accord. Alors dites-moi, pourquoi nous sommes condamnés après alors? La question qui reste posée, peut-être que le professeur Balobi aura quand même des questions à poser avant de laisser notre ami Boumar, qui a toutes les preuves, qui est un expert en la matière, qui continue encore avec mains et pieds, faire des efforts pour avoir encore d'autres preuves. Professeur Balobi, de votre côté, est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos deux experts? Oh, tout à fait, j'ai plusieurs questions, mais la première remarque, d'abord, c'est de féliciter Maître François Boumar et de féliciter aussi la présumée victime, docteur Julien, ici. Merci pour le courage, merci pour le travail bien fouillé que vous avez fait. Vous savez, quand la vérité est de votre côté, la vérité est de votre côté, eh bien, vérité et les faits sont concordants. C'est difficile qu'on puisse vous déboulonner, vous désarçonner. Vous devez continuer à avoir le courage pour prouver que, n'est-ce pas, ici, il y a péril en la demeure. Oui. La première remarque est en fait, la deuxième est la suivante. Je voudrais que l'on continue, si vous pouvez le faire, en des termes beaucoup plus simples, commun des mortels, c'est-à-dire le planteur de cacao de la Côte d'Ivoire, les ouvriers, les maçons, les briquetiers, etc., les manœuvres d'une compagnie lambda en Côte d'Ivoire puissent comprendre. Parce que c'est tellement difficile de comprendre le langage juridique, de comprendre le langage financier et de comprendre, qui plus est, la démarche philosophique et juridique de Maître François Boumar. Vous savez, je suis dans l'obligation de le dire, de par, donc, en raison de ma formation. On allait être un peu embrouillé, et ce n'est pas une question, c'est un constat très amer pour nous les Africains, qui, n'est-ce pas, ces pays colonisés par toutes ces puissances étrangères. Et ici, ce n'est pas des injures, c'est le de facto. Et nos langues ont été reléguées, n'est-ce pas, à l'arrière-plan. Et j'en parle ici, en ma qualité, pas forcément de journaliste, mais de linguiste. Monsieur Boumar a relevé des erreurs de français. Si le travail se faisait en langue populaire en Côte d'Ivoire, peut-être que le procureur ne se serait pas trompé selon François Boumar. Je reviens un peu à la charge, pas pour défendre l'indéfendable, pas pour faire l'apologie du mal. Maître François Boumar, vous avez parlé de réalité, vous avez parlé aussi de vérité, et on devait dire véracité. Tout ce qui est vrai n'est pas forcément réel. Je m'explique. Le vrai, ça, c'est par rapport, on dit c'est vrai quand on parle d'un discours, quand on parle de ce qui se dit, et c'est par rapport à la logique.
Vous voyez. Donc, les menteurs peuvent mentir logiquement. Et on trouve cela vrai. Et lorsqu'on confronte ça aux réalités de vos dépôts, de votre transaction, il y a un grand fossé. Vous avez été donc victime de ces discours qui apparemment résonnaient comme du vrai. Alors on était en mesure donc de se demander qui est le voleur. Ah. Et le voleur, qui au voleur? Lequel? Est-ce que c'est la victime qui est le voleur? Ici, présumée victime selon la Côte d'Ivoire, qui crie au voleur, ou bien c'est la cible. Et par ricochet, l'État ivoirien, le procureur, et tout ça, là, peut-être tout un réseau. Est-ce que c'est eux qui sont des voleurs, mais qui crient aux voleurs? Voilà la grande problématique. La première question que je vous pose, laissons le langage de côté. En tant que membre de la diaspora, originaire de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vous ressentez aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de déficit de confiance? Est-ce que vous ne ressentez pas que le financement de développement de nos pays africains, ça pose problème par rapport à la confiance que la diaspora devait, n'est-ce pas, considérer comme un acquis? Parce que quand même, votre mission était noble et nous vous en félicitons. Vous avez voulu donner à la Côte d'Ivoire parce qu'elle vous a beaucoup donné. Bien sûr. Donc, comment est-ce que vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il n'y a pas de déficit donc, de confiance? Alors, si vous me permettez, Julien, docteur, avant que tu réponds, je vais juste faire 2 ou 3 précisions, c'est qui sont très importantes. Vous savez, professeur, le langage, c'est notre médiateur. C'est-à-dire que sans les mots, il n'y a pas de lien entre vous. C'est les mots qui sont les médiateurs entre ce que je pense, qui vont être le médiateur jusqu'à vous, en fait. Donc, ce sont les mots qui sont les médiateurs, qui sont les liens entre nous. C'est très important. Donc, quand vous êtes un procureur, et vous savez très bien, en Afrique, la parole a une valeur. Moi, je l'ai appris au Sénégal. J'ai une famille adoptive au Sénégal qui m'accueille. Et quand j'arrive là-bas, chaque virgule que je mets, ça a une signification pour la famille que j'ai là-bas. Et pour moi qui suis habitué à parler comme ça et qui n'a pas la culture de la parole orale, c'est après que j'ai réalisé à quel point le langage est très important. Donc, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, quand il vient présenter des faits à la télévision et qu'il parle en français, le minimum, c'est de comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas une question de dire, c'est parce que c'est le minimum. S'il avait choisi de parler dans une langue de Côte d'Ivoire, dans la langue du docteur Julien, du docteur Kofi, par exemple, en Arni, par exemple, c'est ça, non? Arni, je crois. Oui, Arni, oui. Voilà. S'il avait choisi de parler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il a choisi de parler en français. Donc, je vais aller jusqu'au bout de sa logique. Comprenez ce que je dis? Donc, en réalité, on ne dit pas la réalité des faits, on dit la véracité des faits. Vous savez, depuis Platon, on dit de faire la différence entre dire un mensonge et mentir. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire ne dit pas un mensonge, il ment. Ce n'est pas la même chose. Il ment comme une infirmière. Et j'ai dit, ce n'est pas la même chose. Pourquoi j'ai dit ça, professeur? C'est très important pour moi. François, avant de connaître, est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y. Lorsque nous prenons la Bible, la manière dont certains l'expliquent n'est pas la manière dont certains le lisent. Ils l'expliquent comme ils ont fait un roman. Lorsque nous prenons le droit, il est très, très, très compliqué. Lorsqu'on vous emmène à réellement comprendre le droit ou bien à le lire, il y a une manière aussi de l'expliquer. Est-ce que ce n'est pas de cette manière? Est-ce que le droit a été bien lu? Est-ce que le droit a été mal expliqué? Ou bien ce qui a été dit au prorata de ce droit-là qui doit se comprendre initialement ce qu'on dit? Exactement. Moi, effectivement, tu as raison, Serge. Moi, je parlais en termes de droit. Parce que le droit est une science qui a sa terminologie propre et ses définitions propres. C'est pour ça que c'est très important. Donc, et c'est pour ça que moi, je le présentais sur un point purement juridique. Mais
Ce que je voulais signifier, par exemple, que lorsque le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Arobi, vous voulez dire quelque chose? Oui, je ne voudrais pas, malheureusement, je voudrais pas que, malheureusement, on noie ce sujet très important Voilà. dans le langage, vous voyez? Alors, Parce que qu'on voilà. soit lettré ou illettré, Mais il y a problème ici. on est Il y a d'accord. problème. on est d'accord. Et puis les machines, Julien, avant que tu continues rapidement, voilà. parce que c'est Donne-moi important une pour moi. seconde. Non, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Vas-y. Je vais répondre à la question du professeur Voilà. Alobi. Et je comprends sa peine. Oui. C'est-à-dire que cette télévision que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les liens sont partis jusqu'à Bengrou dans l'est de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est toute la cour, c'est le royaume de l'indigné qui est assis devant sa télévision. Et le but, c'est qu'effectivement, on ne vienne pas écouter une télévision dans laquelle on vient se noyer dans les termes juridiques. Voilà. Et qu'ils ont peut-être envie, au-delà du langage que j'ai donné à Nani dans ma vidéo, de comprendre un peu quelques rapprochements avec ce que j'ai dit. Et je suis complètement d'accord sur le principe. Et donc, autant pour moi. Je vais réexpliquer ça de la manière la plus simple pour que tout le monde puisse se sentir dans l'histoire. Voilà. J'ai fait mes études à Bengo. J'ai eu mon brevet à Bengo. Je suis rentré au lycée technique d'Abidjan. J'ai eu mon bac. Je suis rentré à l'INSET et j'ai fini mon diplôme de l'école polytechnique. Je suis sorti. Je pars en Europe. J'ai la chance de développer des entreprises et je rentre dans mon pays pour construire des maisons pour des Ivoiriens. C'est-à-dire le jour où j'apprends que la Côte d'Ivoire demande aux gens de la diaspora de rentrer pour venir investir dans leur pays, le drapeau m'appelle. La couleur orange, blanc, vert qui circule en moi m'appelle de rentrer. À partir de cet instant-là, j'arrête tout et je commence à travailler pour le son de mon drapeau. Je prends mon propre argent. Je vais développer un projet en Côte d'Ivoire. On est en 2018, les sociétés sont créées, j'embauche des Ivoiriens. Ils viennent au travail, ils sont véhiculés, ils nourrissent des familles. De 2018 jusqu'à 2020, enfants propres. Enfants propres. Ensuite, je développe un projet ivoirien. Et dans ce projet ivoirien-là, c'est 8500 emplois. C'est les usines qui sont censées être créées. C'est des maçons, des électriciens, des plombiers, des carreleurs, des étancheurs qu'on est en train de former en interne. Et ensuite, on va donner des maisons aux Ivoiriens. Dans le studio, il y a 6 millions de francs CFA. C'est-à-dire que la dame qui vend dans son petit magasin à Angré, quand elle a souscrit à notre opération immobilière, elle paye 60 000 francs son studio pendant 15 ans et le studio lui revient. Le policier qui est payé avec son bail à 120 000, 130 000, ce policier-là, son bail paye sa maison, au point où le jour où il part à la retraite, il a une maison déjà construite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis je me rends compte que ce projet immobilier-là, on ne peut pas le financer en Côte d'Ivoire. Je prends mon argent et je vais chercher dans le monde entier. Excusez-moi, qui peut nous financer? Excusez-moi, qui peut nous financer? Jusqu'à ce qu'on trouve un bailleur par le biais de Tébini Michel. Cet argent rentre. Et tout ce que les Ivoiriens assistent, on veut prendre 20%, on veut prendre 25%, on veut prendre 30%. Et quand tu dis non, tu es devenu fugitif dans ton propre pays. On arrive à des réunions où j'ai 14 flingues sur la table. Où on me fait écouter mes propres conversations que j'ai eues la veille. Pour me dire qu'on me surveille. Tout ça pour me faire fuir le pays. Et je dis non.
et je reste. Et Julien, si tu me permets, là, je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis. François, oh oui, laisse-le, François, il va continuer. Voilà. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'un Ivoirien arrive pour venir faire des choses pour ses frères et que ce soit la RTI qui vienne publier une conférence de presse pendant une semaine. Informe nos parents, comme tu dis, cher frère, cher grand frère Balobi, dans les fins fonds d'Abengourou, à Niablé, à Bétier, à Congo, à Man, pour leur dire qu'il y a un jeune qui est venu brouter une banque. Et les raisons fondamentales que ce procureur-là vient s'asseoir pour dire, c'est que la banque, là, qui est censée donner de l'argent, le bailleur, là, il n'a pas de relation avec le fils dont on est en train d'accuser. Il y a plusieurs contrats de financement. C'est écrit noir sur blanc, il les voit, il passe au-dessus. Il y a un mandat qui est fait à Tébili Michel, et dans toutes mes vidéos que j'ai faites, j'ai dit, le jour où j'ai demandé à Tébili de demander un mandat à Forest Capital, j'ai signé son arrêt de mort. C'est dans toutes mes vidéos, donc il aurait pu se rendre compte. Non, il a continué son mensonge. Et il est venu même, il allait même loin pour dire, la banque qui a envoyé l'argent là a dit qu'elle n'a pas envoyé l'argent. Donc, ok. Et pendant ce temps, au parquet, on nous dépose les conversations entre les deux banques. Nous sommes arrêtés le 18 décembre 2020. La première réclamation de la CIB à Barclays date du 2 février 2022. Donc, l'intelligence, mes chers parents, pour comprendre, c'est-à-dire que dans le laps de temps de 18 décembre 2020 au 2 février 2022, j'étais censé ne plus exister. Celui qui nous arrête dans ses locaux pour faux, celui-là envoie un mail 2 ans plus tard pour dire, écrivez à Barclays pour savoir si on peut avoir une réclamation du SWIFT qu'on a envoyé, parce que j'ai une audience décisive le 14 mars 2022. 2 ans après. Cher grand frère, admettons même que je sois rentré en Côte d'Ivoire pour voler. Que je sois parti à l'homme voler l'argent dans un compte. Cet argent-là arrive en Côte d'Ivoire pour venir construire une maison pour des Ivoiriens. Le vol que j'ai commis là, il sera peut-être différent du vol que celui qui a piqué le gars dans la voiture qui l'a tué. Parce que le mien, il est entaché de venir construire une maison pour des Ivoiriens et embaucher et payer des charges salariales et patronales. La seule raison qu'ils aient aujourd'hui plié leur manche pour dire on va tuer l'enfant, on va le tuer dans l'œuf, on va le mettre en prison, on va lui mettre un mandat d'arrêt à disposition, c'est qu'ils ne voulaient pas que je parle. Dieu merci, je rends grâce à Dieu. On a encore des chaînes comme la vôtre qui disent mais cette histoire-là nous est assez bizarre. Il faut qu'on cherche la route de ce jeune homme-là pour qu'on entende ce qui se passe. Pour qu'aujourd'hui je sois aujourd'hui sur la chaîne, c'est la première télé que je fais publiquement, où je dis des choses. Et j'aimerais vraiment vous en remercier. Le département d'Abengourou vous remercie. Tous les rois d'Abengourou, Nana Bokwasi 3, Nana le patient, Nana Doukofi, Nana Anno 2 Daniel Sue vous remercie. Parce que ce qu'on a voulu me faire porter, et je leur ai dit dès le premier jour, vous vous êtes trompé de personne. Il n'y a pas de brouteur qui quitte Paris, qui investit 3,5 milliards de ses fonds propres dans un projet en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. En tout cas, montrez-le-moi. Et dans l'absolu, c'est quelque chose qui marche. C'est un langage qui marche. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps et dont ils ont le verbiage. Dès l'instant où ils voient l'argent arriver, c'est les structures de l'État qui se mettent en place, la police économique, le pôle économique et social, ils se partagent. Pendant qu'ils sont en train de négocier les pourcentages, ils mettent tout ça en place. Et les gens n'ont pas la chance de parler. Tébili ne parle plus aujourd'hui. Grand frère, j'ai parlé à Tébili la veille. Et il m'a dit ceci.
Je lui ai dit, Forest Capital m'a envoyé ton nouveau représentant. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas être en train de me dire que la société n'existe pas, puisqu'en 2022, ils ont fait un mandat pour envoyer celui qui va représenter Tebili Michel parce qu'il était en prison. C'est un gros mensonge. Tebili prend son téléphone et appelle celui qui l'a remplacé et il me rappelle en me disant, tiens, j'ai causé avec Freddy. Je ne lui ai pas dit que c'est toi qui m'as dit qu'il est là. Et le matin à 8 h, on nous appelle pour dire, venez chercher le corps de votre ami là. Grand frère, dans l'absolu, tu te dis, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? Et les avocats rentrent en ligne de compte. Le pauvre maître Koulibaly, il veut récupérer le corps de Tebili. On lui dit que Tebili va être enterré dans la forêt du Banco parce que c'est un prisonnier. Il dit que Tebili n'est pas prisonnier parce qu'il a fait appel de la condamnation. Tebili reste un prévenu. Discussion sous discussion, on accepte de nous donner le corps de Tebili, mais sous surveillance. On réussit à récupérer le corps de Tebili. Et donc, François, il est en train de bouillir parce que je sais, il a les documents de la constatation du décès, du certificat d'inhumation, le certificat de libération de corps. Il a tout jusqu'aux photos. Ouais, ouais. Et il y a un des documents qui me choque. C'est que le médecin de la MAC a dit que Tebili est en train de faire, comment on appelle, il est en train de suffoquer, et qu'on a appelé, et qu'il n'y a aucun numéro qui a répondu. C'est ça. Professeur, quand tu lèves des poulets dans ta maison où tu vis, il y a un renard qui rentre dans ta cour. De ta chambre, tu entends les poulets faire cocorico. Tu sors. Si tu ne prends pas la peine d'ouvrir la porte pour voir quel est l'animal qui s'est introduit dans ta maison, tu peux au moins allumer la lumière. Peut-être que ça va chasser l'animal qui est rentré dans la maison. On est d'accord sur le principe. On a une prison qui s'appelle Maka, dans laquelle on ramasse les gens à n'importe quel bout de champ, pour n'importe quel chef d'accusation, on les dépose. La prison à l'origine était construite pour 8000 personnes, on en a 15 000. Et aujourd'hui, on est en train de me dire, noir sur blanc sur un document, que le monsieur est en train de suffoquer et qu'on a appelé un numéro d'urgence et le gars n'a pas répondu. Ça veut dire même. Voilà, docteur. Je pense qu'on aura un numéro 2, une partie 2 de cette affaire, parce que c'est une affaire, en tout cas, je dirais, c'est du gravissime. Et François, je pense bel et bien que nous sommes à la fin de cette émission. Tout ce que je peux vous dire, au vu de cette histoire, est-ce que vous prévoyez à ce que le docteur puisse rentrer en fonction de ces fonds? Et si oui, ben, je pense bel et bien que cela aussi de votre devoir de garder aussi d'autres informations parce que nous sommes à la justice. Et dans tous les cas, il est serein. Lorsque nous le voyons en train de parler, il y a une sérénité. Ce sont des fonds qui lui sont loués. Il a pris ses propres fonds pour revenir en Côte d'Ivoire pour dire « je vais aider mes frères ivoiriens ». Voilà ce qu'il subit comme conséquence. Docteur Julien, votre mot de fin, mais je vous promets qu'on va revenir dans ce face-à-face vérité, peut-être la semaine prochaine, peut-être 2 semaines. Voilà. Serge, tu me permets, docteur, si tu me mets 1 minute. D'accord. Avant que tu termines avec... mes pensées vont aux enfants de Tebili Michel, qui est mort avec le plus grand. La Côte d'Ivoire a méprisé un de ses fils, l'a laissé mourir dans une prison, sans lui donner un secours. Si c'était... Et je peux comprendre que des Noirs traversent la Méditerranée, meurent, et puis les États africains ne disent rien parce qu'ils sont capables eux-mêmes de laisser mourir un de leurs fils à l'intérieur du pays. Et ça, c'est une chose qu'on doit régler. Et d'après ce que je sais, le président Alassane Ouattara a des liens avec le groupe Attijari Wafa Bank, dont dépend la CIB. Je demande au président Ouattara de demander non seulement à la CIB de remettre l'argent de M. Julien, il dit bien de remettre, mais pas que,
mais de tous les préjudices. Nous ne revendiquons pas seulement l'argent. Ce n'est pas les 60 millions d'euros que nous demandons aujourd'hui, nous demandons plus que ça. Avec mon client, on va se préparer. Non seulement on va demander l'argent qui soit remis en possession de mon client et qu'il puisse reprendre ses activités en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens, mais ce que nous demandons, c'est que les enfants de Tebili Michel puissent savoir, parce que le corps de Tebili Michel n'a pas été autopsié. C'est un fait qui ne dit pas. Quand un homme meurt dans des circonstances comme dans une prison, le minimum dans un pays civilisé, ce que M. Ouattara se vante d'avoir modernisé la Côte d'Ivoire, c'est de faire une autopsie de constatation de la mort pour savoir quelles sont les causes véritables de la mort de Tebili Michel. Ça n'a pas été fait. Première des choses. Deuxième des choses, si tu me permets, je vais dire un truc. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, il a mis en danger la vie de M. Julien. Parce qu'en montant publiquement devant la télévision ivoirienne, il a mis en danger, il a fait mise en danger d'autrui. Nous, ce qu'on veut faire, je discute avec mon client, c'est de porter plainte contre M. Ambénon pour mise en danger de la vie d'autrui, pour mensonge public. Julien, en le faisant passer pour un brouteur, il aurait pu se faire massacrer dans la rue d'Abidjan. D'accord. On va laisser Dr Julien pour... Je pense que je remercie Serge, je te remercie. On va revenir là-dessus. Voilà. Je vois dans l'état dans lequel il était, et je comprends, mais c'est-à-dire qu'il arrive des fois, vous vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais? De venir construire 19 000 logements pour des Ivoiriens. Ça fait 4 ans, ça aurait pu être 100 logements pour permettre à tout le monde, toute la classe ivoirienne, que ce soit dans le privé, que dans le public, d'avoir le logement. Qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais où j'étais censé avoir fait 10 usines dans les 10 grandes villes, enfin des grandes villes de la Côte d'Ivoire et embauché 8500 jeunes? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais en recrutant des Ivoiriens, en les formant sur des logiciels AutoCAD, Revit, Lumion et tous ces logiciels-là? À la fin, n'eût été un pays extérieur et des grands services de renseignement, je ne serais même pas sorti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis en poste en tant que directeur de projet de la plus grosse société d'énergie d'Europe. Et j'arrive à mon bureau, j'ai à peu près une 50aine de millions d'euros à piloter. Et puis de temps en temps, quand des projets arrivent de l'Afrique, j'essaie de trouver le moyen que je peux pour pouvoir les aider. Mais vous imaginez, chaque fois qu'on me dit Afrique de l'Ouest, avant que je me rende compte que la fibre qui est en moi, qui est une fibre patriotique, pour dire que tu viens de là-bas, donc tu ne peux pas être traumatisé. Mais le premier réflexe se dit, mais non, ce n'est pas ce coin-là encore. Mais, professeur, soyez sûr, il en faut un peu plus pour m'enlever cette fibre-là. Si demain matin, je dois tomber dans mon avion pour repartir à Abidjan, prendre mes engins, aller sur les chantiers, construire des maisons pour des Ivoiriens, je le ferai au péril de ma vie. D'accord. Et je vous remercie. Merci encore une fois. Professeur Balobi, votre mot de fin. Nous sommes juste à la fin de cette émission. Je pense que merci. Je suis vraiment ému, presque mu aux larmes pour l'Afrique que nous laissons à nos enfants, à nos jeunes frères. Je dois interpeller le président Alassane Dramane Ouattara pour qu'il prenne cette affaire au sérieux, parce que ce n'est pas simplement de M. Kofi Dumont ici qu'il s'agit. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la crédibilité des pays africains face à ces défis majeurs où nous ne pouvons pas lutter tout seuls, où nous avons besoin de crédits, pas des dons, mais des crédits qui sont remboursables à court, moyen et long terme. Une affaire donc de confiance. Je tiens à ce que le président de la République fasse en sorte que justice soit faite et que surtout la vie des Ivoiriens, comme le docteur Kofi ici, leur vie soit préservée, qu'ils puissent circuler en toute liberté, qu'ils puissent, n'est-ce pas, avec honnêteté servir leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Dramane Ouattara, voilà la mission que vous avez, au lieu de vous occuper
d'un quatrième mandat, ou d'un cinquième ou d'un sixième mandat, quel que soit le nombre de mandats que vous allez faire, eh bien, ça ne réparera pas l'image ternie de façon très grave de la Côte d'Ivoire. Et pas simplement la Côte d'Ivoire, parce que il y a plusieurs pays africains où cette pratique est monnaie courante. D'accord. Professeur, excusez-moi rapidement, parce que rapidement, une minute. Le professeur a parlé de Alassane Ouattara doit prendre ça. Non, on n'a pas besoin qu'Alassane Ouattara prenne ça. Oui, François, ça serait un autre. Non, mais je termine. Non, j'ai juste une phrase. Nous, on n'a pas besoin qu'Alassane Ouattara prenne cette affaire. On a besoin que cette affaire soit réglée devant des tribunaux pour que M. Julien, non seulement il rentre en fond, mais qu'il soit dédommagé à la hauteur de la souffrance et de la maltraitance dont il a été victime par les institutions de son pays. Merci. Donc, on ne veut même pas qu'il prenne cette affaire. On va aller devant un juge indépendant. Merci encore, professeur Balobi. Je pense que c'est la fin de cette émission. Il y a une autre émission qui va passer tout à l'heure. Mais est-ce que je voulais vous dire, l'affaire du détournement de 40 milliards par la société ivoirienne de banque a relevé donc une tentative d'escroquerie déjouée, comme ils l'ont dit, par, en tout cas, cette banque. La justice ivoirienne a conclu que la cible n'a pas détourné les fonds. Mais ce qui ressort ici, il faut dire que la justice aussi, en parlant de tentative d'escroquerie, M. Hamon Julien, qui est devant nous, a expliqué tout ce qu'il fallait. Nous avons tous compris. Il faut cependant dire que M. Julien Kofi, qui est connu de rechercher à récupérer les fonds et qu'il estime, lui, être dû, cette situation met en lumière les défis juridiques et financiers auxquels peuvent réellement être confrontés les victimes de fraude, même lorsque les institutions financières sont disculpées. Mesdames et messieurs, il faut retenir dans cette affaire, vous l'avez compris, M. Kofi insiste, M. Julien insiste qu'il doit rentrer, en tout cas, en fonction de ses dus. Le président Ouattara regarde cette émission, je pense qu'il est de son devoir de prendre la responsabilité en tant que le premier suprême de la magistrature de la Côte d'Ivoire. C'est bien sûr que c'est la justice qui fait son travail, mais le président Ouattara est interpellé dans cette affaire par François Boumard. Merci encore à tous ceux qui nous ont pris en marche. Il faut, professeur Balobi, merci encore une fois de plus, monsieur Kofi. Soyez salués de par, en tout cas, ce message. Je voulais dire, en tout cas, le peuple, la communauté Agni, soyez fiers de votre fils. Il faut le supporter comme il faut. Il nous a fait part que vous êtes en train de suivre Tempo Afrique TV, mais nous allons toujours continuer jusqu'à ce qu'on ait un résultat, sinon qu'il rentre en fonction de ses fonds. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez encore connectés sur le reste de l'émission, en tout cas, qui va se faire tout à l'heure par Marcel, en tout cas, Kogier. Malik Sall était à la réaction de cette émission. Bonsoir chez vous. Au revoir.